En tout cas, moi, ça fait plaisir d'être ici. Je n'étais jamais venu dans cette école. Néanmoins, j'ai travaillé avec une personne qui a fondé une boîte qui est dans cette école, en plus de Baptiste, qui est Steve Abou, que vous devez connaître, un des fondateurs de Doctolib. C'est ça qui on va dire, c'est mon lien avec cette école et j'espère pouvoir en créer d'autres liens par la suite avec plusieurs d'entre vous, que ce soit au niveau des boîtes que vous allez monter ou rejoindre. Donc moi je m'appelle Ange, je peux même plus me cacher parce qu'il y a tout qui est écrit ici. Je suis partenaire au sein d'un cabinet de coaching de vente qui s'appelle JAB, J-A-B. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les boîtes à faire de la vente le levier de croissance le plus important de leur entreprise. Et toutes les semaines, on reçoit, que ce soit des fondateurs, leurs équipes, et on les aide à être beaucoup plus performants. Donc il y a plusieurs niveaux au niveau de la croissance d'une boîte. Il y a le fameux 0 à 1 que Baptiste est en train de parler tout à l'heure. Quand on passe de 0 à 1 million, il est important que le leadership commercial soit incarné par au moins un des fondateurs. Souvent on peut se dire, lorsqu'on n'est pas dans la vente, on peut être un G ou autre. Je sais qu'il y a plusieurs profils divers ici. On se dit, ouais, mais je prendrai un sales qui viendra faire le travail. Il ne faut pas sous-estimer cette partie-là, parce que quand on va recruter quelqu'un, est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce qu'il va rester longtemps? Combien de temps va lui falloir pour pouvoir monter en compétences? Parfois on se dit oui, mais on va regarder son nombre d'années d'expérience. Sauf que c'est très facile d'avoir 1 an d'expérience et 4 ans de routine. C'est-à-dire que dans les 4 ans qui ont suivi, la personne ne continuait pas à s'updater. Et la vente, c'est quand même un sport binaire. C'est soit on vend, soit on ne vend pas. Tout ce qui se passe au milieu, ça fait partie du process. Donc, d'où l'importance pour la plupart d'entre vous. Je pense qu'il y en a qui sont en train de fonder des boîtes. J'aurai l'occasion de parler avec plusieurs. Donc voilà ce qu'on fait avec des boîtes de 0 à 1, des startups et des boîtes plus grandes aussi, mais je ne pense pas que c'est le but que je puisse m'étendre là-dessus maintenant. Je ne sais pas si quelqu'un sait ce que c'est le JAB, parce que j'ai dit JAB, J-A-B, au-delà d'une boîte. Ah. C'est ça, un coup de poing en boxe, je crois. C'est le bras d'avant, ouais. le bras avant qui est plus rapide, c'est plus rapide que le bras arrière. Ah exactement, bah voilà, là vous êtes en train de lier, c'est le direct avant en boxe. Et c'est le coup le plus fondamental en boxe. On aime bien dire la seule chose qui est meilleure qu'un jab, c'est un double jab. La seule chose qui est meilleure qu'un double jab, c'est un triple jab. Pourquoi ce coup il est fondamental en boxe? Parce qu'il permet de construire toutes les autres attaques par la suite. Il permet de mesurer la distance, construire toutes les autres attaques. Il permet aussi de défendre. Et il en est de même, je ne sais pas si vous arrivez à visualiser dans votre esprit un compte de résultats. Donc dans les états financiers d'une boîte, il y a au-delà des documents annexes, le bilan et le compte résultat, qui restent quand même les 2 documents les plus importants. La première ligne du compte de résultats, les comptables ont voulu donner un nom sexy, ils ont dit que c'est le chiffre d'affaires, mais en fait c'est les ventes quoi. Cette ligne a un impact sur tout le reste. Quand les ventes vont bien, le reste c'est que de la gestion. Quand les ventes vont mal, tout le reste va mal. D'où le parallèle avec le sport pour les entrepreneurs, le jab, de la même manière que c'est fondamental en boxe. Qu'importe ce que vous allez faire en créant votre boîte ou en intégrant une, la vente c'est tout aussi important. J'aime bien dire que toute personne en fait, qui est intéressée par concrétiser ses rêves doit songer à s'intéresser sérieusement à la vente. Et j'entends par là une personne qui décide de garder cette fonction de vente en tant que commercial ou en tant que, par exemple, directeur commercial, faire vendre les gens. Il y a une nuance entre les deux, c'est pas exactement le même métier. Ou que ce soit une personne qui songe à une carrière autre, parce que à chaque instant de notre journée, il y a une vente qui se passe. Là même, il y a une vente. Elle est informelle. Lorsque je convainc ma copine d'être avec moi, je suis en train de lui vendre que je suis la bonne personne et qu'il faut qu'elle reste comme ça. C'est une vente qui continue. Pour des parents qui disent à leur enfant, écoute, va faire des études, c'est une vente. Si on traduit la vente comme étant le fait de mettre en mouvement les gens dans le but de les aider à résoudre leurs problèmes, pour le mettre en mouvement, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il y a notamment une persuasion qu'il y a. Et pour demain, quelqu'un qui est dans une boîte, un entretien d'embauche, c'est une vente.
je vends que je suis la meilleure personne en fait pour faire ce travail. Même chose pour l'augmentation des salaires ou autre. Enfin, je pense que je parle des sujets qui vous touchent un peu. Il y a une vente. Donc, bah, comme tous les sports, la vente, comme dans tous les sports, bah, au niveau de la vente, il y a beaucoup de règles. Il ne faut pas utiliser le mot règle. Il y a des principes qu'il est quand même bon de connaître parce que lorsqu'on joue, on maîtrise les règles, on s'assure quand même beaucoup de chances de victoire. Donc on pourrait parler de beaucoup de choses sur le sujet de la vente parce que ça reste un sujet bien vaste, mais je pense qu'il peut être pertinent, c'est de sonder un petit peu, vous, en venant ici, quelles sont vos attentes, quelles sont vos questions. Et je vais commencer par cette première. Parmi vous, qui est en train de monter une boîte là? Déjà, ça a déjà commencé, vous êtes en mouvement, ok. Le projet est là, mais je ne vais pas encore commencer. Ok, c'est quoi le projet? Concrètement, le projet, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser la puissance de l'odorat pour créer des souvenirs, des émotions. Ça passe à travers c'est de la deep tech, donc une interface olfactive. Tu pourrais mettre des odeurs qui soient associées à la réalité virtuelle, par exemple, ou pour faire des journées olfactives, réduire le stress, améliorer le confort, etc. D'accord, ok. C'est vendre un objet technique. Et tu t'adresses à qui a ces problématiques? Ça peut être du B2B avec des salons de bien-être, etc. Ou des boîtes qui font des studios de réalité virtuelle, par exemple. Ouais. Ou du B2C avec des clients, enfin des personnes qui aimeraient améliorer leur vie de tous les jours, leur confort, etc. Ok, bon, on va rebondir sur ça. Quelqu'un d'autre? Même toi, tu peux aller parce que tout le monde ne sait pas ce que vous faites. Ouais, bah, Nefture, nous on a une partie agence où on fait du conseil. Donc on propose à des fondateurs de projets blockchain d'apporter notre expertise en développement technique pour qu'ils puissent réaliser leurs projets. Et après, on a une autre activité B2C où là on vend un produit de sécurisation des transactions sur la blockchain. Top. Ouais, dis-moi. Je vends un... Can I speak in English? Yeah, whatever. Yeah. Tout le monde comprend l'anglais? Ok, je vais garder l'atelier en anglais, mais je comprends en français peut-être pour truc, mais je comprends très bien l'anglais. So, do you? Yeah. Okay, so I'm selling a product related to the gym. I started this company back in my country, in Lebanon, au Liban. Et là, ici, je travaille avec Julien et le reste pour l'ouvrir ici. Ok. Et c'est un produit qui est le target audience, c'est le weightlifters, bodybuilders, tout ça. Ok. Mais c'est un produit qui fait quoi? Je peux vous montrer une vidéo. Ouais, mais c'est toujours intéressant. Là, je rebondis. L'atelier il a déjà commencé. On sert des questions-réponses, donc à n'importe quel moment, n'hésitez pas à me couper. Je rebondis directement dessus. Souvent, on a envie de se dire tiens, je vais montrer une démo de mon produit. Mais avant même la démo, notre prospect il est intéressé par les problèmes qu'il a. C'est-à-dire qu'à l'instant T, choses sur lesquelles on va être tous d'accord, on a tous des problèmes dans notre life, on a des challenges, on va dire, pour moins dramatiser ça. On a tous des challenges dans notre vie. Et la vérité, c'est que chacun d'entre vous, vous êtes bien intéressé aussi par comment est-ce que vous allez résoudre ces challenges-là. Vous êtes bien intéressé par vous. Ben, votre prospect aussi, c'est la même chose. Il est intéressé par lui, par ses problèmes, comment est-ce qu'il les résout, beaucoup plus que par la démo qui va arriver après, si ça a un lien avec le problème qu'il est en train de résoudre. Donc, je te challenge, désolé, ça tombe sur toi en premier, mais il y en a plein qui, ça va tomber sur plusieurs par la suite. Without a démo, parle-moi de ton produit, quel problème ça résout. Ok, so, le problème est le suivant. Il y a les weightlifters, ils soulèvent des poids de la terre. Ouais. Et les professionnels, ils reach un certain poids, weight, où ils doivent avoir un peu d'aide pour ajouter les weights. Et là, mon produit, c'est comme une lève. Il lève la barre pour facilement, il peut faire tout seul pour ajouter et enlever la barre après l'exercice. Ok, donc tu veux faciliter la possibilité de rajouter des poids ou la sécurisation derrière? Ouais. Hein? Tu veux rajouter la possibilité de pouvoir faciliter la possibilité de pouvoir rajouter des poids? Oui, et aussi l'enlever. Et aussi l'enlever. Ok.
C'est pas la sécurité une fois qu'il il est en train de pousser. Non, non, c'est juste comme il lève. Ok. Et ça protège le dos et c'est plus efficace pour l'entraînement. Ok. Merci. Et je pense que c'était toi qui avais levé la main. Du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire du gardiennage d'animaux Ouais. dans certains arrondissements cotés de Paris pour l'instant. Et ce qu'on a essayé au niveau marketing pour vendre, justement, ça va être d'aller directement voir le client avec des flyers ou directement dans la rue, parce que nous, c'est des gens qui promènent leurs chiens ou leurs animaux. On a essayé ça n'a pas trop marché, parce qu'on ne peut pas en attendre beaucoup. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait voir des gens qui voyaient ces personnes qui promènent leurs animaux tout le temps, c'est-à-dire les vétérinaires. Donc on allait les voir, on leur a parlé du projet, etc. Ils étaient, on va dire, OK avec ça, mais c'est pas pour autant qu'ils allaient forcément aller en parler avec leurs clients. Du coup, on a eu une impasse là-dessus. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de toucher le plus grand nombre de personnes, et en allant à des events, en fait, comme des trucs sur Facebook ou des trucs Porte de Versailles, où ils rassemblent beaucoup de personnes qui aiment les animaux, donc forcément qui en ont chez eux en général. Et là, on peut poser beaucoup plus de personnes avec des flyers ou des trucs comme ça. Ok. Donc, ouais, c'est la prochaine étape. Voilà. Ok. Donc ça fait que tu vends principalement en B2C. Ouais. Pourquoi B2C et pas B2B? Parce que, les gens, c'est plus simple déjà après de négocier avec eux, parce que les prix, ils varient en fonction du nombre de fois on va aller voir le client, etc. Par exemple, je sais pas, si on garde des chiens et des chats, c'est différent. Pour un chat, on peut aller le voir qu'une seule fois par jour, ou 2 fois par jour maximum. Pour un chien, il faut le sortir 2-3 fois par jour, donc ça veut dire que c'est la personne qui s'occupe de faire le gardiennage, il faut qu'elle vienne, etc. etc. Donc du coup, ça diffère un peu en fonction des clients. Il y a des clients qui préfèrent, je sais pas, 1 fois le chat et 2 fois le chien, par exemple, pour faire simple. Mais du coup, on est obligé de négocier les prix parce qu'on n'a pas un tarif fixe au passage. En gros, on décroît le tarif au fur et à mesure qu'il y a de passage, pour avoir plus de ventes. Ok. C'est le modèle que tu as choisi en disant que si le prix baisse petit à petit, ça va faciliter les ventes. Pour l'instant. Ouais. Du coup, j'essaye de faire des tests à chaque fois avec ce que je propose pour voir ce qui marche et ce qui va pas ou ce qui peut mieux marcher. Parce que je sais que les gens, quand on leur dit c'est plus cher, bah pour eux c'est un gage de plus grande qualité. Donc forcément, s'adapter au truc. Mais je teste encore, donc je sais pas. C'est pour ça que je viens aussi. Ok. Bon, voilà, je pense que ce que je veux faire, plutôt que vous dire, vous sortir une presse et blablabli, blablabla, je vais peut-être vous aider et répondre à vos questions. Est-ce que vous préférez ce modèle-là ou que je... Ouais. Ok, comme ça on fait un cœur à cœur et ça vous aide aussi à pouvoir avancer. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Déjà, une des premières choses, quelle que soit la boîte dans laquelle que vous voulez créer, c'est vrai qu'on a parlé de B2B ou B2C. Tout le monde est familier avec ces termes. Ok. Par rapport aux produits qu'on vend, on peut être plus facilement enclin à commencer à gauche ou à droite. Lorsqu'on a la possibilité de pouvoir faire les deux, il faut faire les deux et pas s'en priver, sachant qu'en B2B, on a quand même les plus grosses marges. Regardez en B2B, dire à une personne, ok, c'est 10K, c'est un non-événement. Un particulier, ça dépend des particuliers. Pouvoir dire, ok, ça coûte 10 000 €. Donc il y a ça à prendre en considération. Deuxième chose au niveau de la vente et au niveau des prix, je pense que c'est un des principes fondamentaux à garder en tête, le prix n'est quasi jamais le sujet. Et ça, j'insiste là-dessus, le prix n'est quasi jamais en fait le sujet prioritaire. Une personne qui a déjà eu un budget pour aller en vacances, par exemple, et l'a explosé. Je sais pas, non mais je sais pas, j'essaie de voir un petit peu. En général, ce qui s'est passé au moment où on a explosé ce budget, c'est qu'à l'instant T, on était convaincu que faire cette activité, je sais pas, passer plus de temps avec mes amis, rajouter une soirée ou acheter cet objet qui a une valeur, j'y tiens beaucoup plus que l'argent que j'ai entre les mains. Le prospect se demande, est-ce que je suis en train de faire est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Comment est-ce que les personnes vont me regarder si je leur dis que j'ai fait cet achat? Est-ce que la personne qui est en train de me vendre, elle s'occupera bien de moi ou pas? Lorsqu'on va rappeler, est-ce que pour avoir le service client, c'est galère ou pas? Est-ce que ils ont une posture d'expert, ils savent ce qu'ils font?
au-delà du track record dans le passé, parce que toutes les boîtes ont commencé quelque part. Est-ce qu'il a besoin que je le rassure sur mon expertise? En général, autour du prix, c'est ça la chose. Et quelqu'un me dira, oui, mais s'il n'a pas l'argent, dans ces cas-là, comment il va faire? C'est pour ça que les banques existent, en fait, tout le monde emprunte, d'une manière ou d'une autre. Non. Il y a toujours une différence à faire, vu qu'on est sur le sujet du prix, avec combien la personne elle est prête à investir pour pouvoir régler ce problème, indépendamment de votre produit. C'est quelque chose que vous pouvez séparer totalement. Une autre chose, c'est quelle est sa capacité d'investissement à l'instant T, c'est-à-dire que est-ce qu'elle a la trésorerie suffisante pour pouvoir adresser ça directement. On entend souvent le mot budget. Un budget, c'est simplement que la trésorerie, elle a été affectée à une dépense particulière. Donc c'est pas une raison si une personne vous dit ouais j'ai pas le budget de pas aller la rencontrer quand même. C'est normal qu'elle n'a pas le budget, elle vous a pas rencontré en amont. Elle connaît pas encore la valeur du produit, elle n'arrive pas encore à lier à son problème. Donc si elle n'a pas de budget, excellent, voyons-nous. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je vais revenir à toi, juste je termine ce point. Donc j'ai parlé de la capacité d'investissement, j'ai parlé de la trésorerie. Et une autre chose, c'est que comment est-ce que vous pouvez aider la personne à trouver ces fonds-là? Avec une meilleure connaissance de plus en plus du secteur financier, vous pouvez l'aider à simplement, au vu que ce soit prioritaire vis-à-vis de l'urgence, à dire le budget que tu avais utilisé pour ça, est-ce que tu peux le repousser à plus tard et commencer par cet achat? Ou simplement comprendre les logiques financières d'une entreprise lorsqu'ils sont en B2B pour lui présenter tous les leviers qu'il y a pour qu'il puisse avoir cet argent. Que ce soit l'emprunt par une banque, que ce soit une levée de fonds, donc l'accompagner là-dedans, ou que ce soit simplement l'aider à vendre plus. Et avec cet argent-là, il sait qu'il va pouvoir vous payer. Donc il y a tellement d'éléments de transition qui aident la personne à pouvoir justement réaliser que l'argent est disponible quelque part et il faut aller le chercher. Ça, c'est un truc sur lequel nous tous, en posture de vente, on doit être OK avec ça. L'argent est disponible partout sur la planète, c'est pas ça qui manque. La chose, c'est comment est-ce que j'arrive à capturer cette valeur. Et c'est là le sujet, une bonne question que beaucoup d'entre nous se posant. En tout cas, certains ont commencé à capturer, d'autres se disent comment capturer encore plus, via quel produit, via quel service. Donc, au niveau du prix, avant même c'est pas forcément le fait de décroître le prix qui va faire que la personne va être attirée, c'est comment est-ce que je garantis que la personne, c'est la bonne chose à faire et pourquoi ce serait la bonne chose à faire. Et notamment la conversation qu'on va avoir ensemble va aider à faire ça. Et voilà, on peut même rentrer dans le côté un peu plus pratique par la suite si ça vous va. En fait, je voudrais revenir par rapport au B2B et au B2C, c'est que le problème, c'est quand on dit à un investisseur ou à quelqu'un qui est susceptible de nous accompagner pour monter notre boîte, quand on lui dit que notre cible, c'est tout le monde, enfin, qu'on va faire à la fois du B2C et du B2B, ils ont l'impression qu'on n'a pas vraiment étudié la cible, parce sous prétexte qu'un produit ne peut pas être adressé à tout le monde. Et du coup, justement, le système est fait en sorte qu'on choisisse un côté, ou peut-être commencer par du B2B pour élargir au B2C ou quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous nous proposez dans ce sens? Ça dépend de l'entreprise que tu es en train de créer. Personnellement, j'ai des clients. Nous, on est focalisé beaucoup plus en B2B par rapport au B2C, par rapport à l'activité quand même. J'ai des clients qui ont commencé en B2B, qu'on a réussi à convaincre à passer le pas en B2C, parce qu'en B2C, plutôt ils étaient en B2C, on les a convaincus de passer en B2B en plus, parce qu'on voyait qu'ils vendent des plantes, pour faire simple. Ils vendent des plantes, au début c'était uniquement à des particuliers, et aujourd'hui on a compris qu'ils peuvent végétaliser aussi les bureaux. On pense que ça adresse un problème qui est bien plus grand que le simple fait d'avoir les plantes. Chacun dans un bureau a envie chacun a envie de travailler dans un espace qui est beau. Ça augmente l'engagement des collaborateurs. Et qui n'aimerait pas avoir des collaborateurs qui sont engagés au sein de son entreprise? Donc quelque chose qui avait commencé en B2C, on l'a facilement passé en B2B parce que l'occasion s'y prêtait.
Maintenant, relatif à des investisseurs à qui tu es en train de parler, deux choses me viennent à l'esprit. La première chose, c'est on s'adresse à tout le monde. Est-ce que tu t'adresses vraiment à tout le monde? Très souvent, la réponse est non, on ne s'adresse pas à tout le monde. Tout le monde peut acheter mon produit. Oui, mais ça répond à quel problème? Ça nécessite un peu de creuser un peu plus par rapport à ton projet. Peut-être tu pourras m'en parler par la suite. Si vendre, c'est mettre en mouvement des gens pour la résolution de leurs problèmes, tu résous le problème de qui? Dans l'absolu, oui, tout le monde a de l'argent. Dans l'absolu. Mais avec mon argent, je n'achète pas tout. Parce qu'il y a des choses ça ne résout aucun de mes problèmes. La seule raison pour laquelle les gens achètent, c'est pour résoudre des problèmes. Rationnel ou irrationnel. Quelqu'un qui fait la queue pendant 5 heures parce qu'il veut le dernier iPhone, c'est irrationnel, c'est pas un problème tangible, mais ça reste quand même un problème. C'est une émotion qui veut se débarrasser, c'est sa manière de se débarrasser de cette émotion. Donc à l'instant T, les gens se disent que ce soit un problème tangible, rationnel, ou même irrationnel, les gens sont en train de se dire, ok, comment est-ce que je réponds à ce problème qui m'est adressé? Est-ce que ça va être par un produit physique? Est-ce que ça va être par un service? Par quelque chose qui est intangible? Mais la question permanente dans l'esprit des personnes, c'est comment est-ce que je me débarrasse de ça? Et c'est une bonne question à pouvoir te poser, et je pense à tout un chacun à se poser, juste avant de vendre son produit. À qui est-ce que je m'adresse vraiment? À qui vraiment je résous le problème? Parce qu'il y aura un fit, notamment dans la conversation que vous allez avoir avant que la vente ait commencé, et qui va dire « je me retrouve dans cette histoire ». Moi, voilà, ce que je peux dire, c'est, voilà, moi, en général, les gens que j'accompagne, ce que j'ai pu constater, c'est qu'ils dealent avec le problème A, B ou C, et ils sont frustrés. Et moi, je vois qu'il y a des leviers simples à pouvoir les résoudre. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Oui. Bah écoute, est-ce qu'on peut prendre un certain temps juste pour en discuter? Et en tant qu'expert de ce sujet-là, j'aimerais te donner une bonne conversation là-dessus. Et cette expertise, vous continuez à la monter à force de faire des rendez-vous, parce qu'il y a des choses qu'on ne trouve pas dans les livres, clairement, et aussi dans les lectures que vous avez vis-à-vis de vos produits et de vos services. Et le dernier point, pour répondre à ta question, puisqu'il y avait plusieurs points dans ta question, est le suivant. Au niveau des investisseurs, ils nous disent oui, mais est-ce que c'est sérieux ou pas votre projet? Vous voyez tout le monde. La meilleure étude de marché, qu'elle soit faite par un groupe comme McKinsey, Bain ou autre, ou qu'elle soit faite par vous-même, ce qui valide une étude de marché, c'est la vente. Point. Donc la meilleure manière de pouvoir amener les investisseurs à votre cause, c'est pour ça tout à l'heure je parlais encore de l'importance qu'un des leaders commerciaux puisse se charger de ce leadership-là au début de la boîte, c'est de leur montrer, ok, voici ce que j'ai déjà vendu. Et à force de répéter ça, ça facilite la relation avec les investisseurs qui ont beaucoup plus de raisons d'investir avec vous. Surtout lorsque c'est dans un secteur qui ne nécessite pas un gros apport initial, comme par exemple l'industrie ou autre. C'est pour ça que beaucoup de personnes commencent par vendre d'abord avec le net, des produits digitales, parce que le capital de départ est moins important. Donc voilà un peu sur disons, les différents points que j'ai pu prendre au niveau de ta question. Donc fais des ventes et ça va détendre tes investisseurs, ils auront encore plus envie d'y croire. Ouais, avec plaisir. Comment fidéliser une clientèle après un premier achat? Ça dépend déjà, tu vends quoi? Parle-moi un peu, qu'est-ce que tu as en tête? Je ne sais pas pour commencer, mais juste poser la question et j'analyse beaucoup. Par exemple, si, c'est pas le cas parce que j'ai rien à voir, mais par exemple, si demain je fais quelque chose de chaussures, je vends des chaussures par exemple, si quelqu'un va sur mon site, il achète un premier article, et comment je le fidélise après ça? Déjà, il y a plusieurs choses dans ta question. La première chose, c'est, encore une fois, je vais revenir au problème qu'on résout.
Je pense que s'il y a deux choses que vous devez retenir de ça, au-delà de toute la conversation qu'on va avoir, c'est la vente, c'est d'abord résoudre des problèmes. Deux, c'est qu'il y a des fondamentaux à ne pas appliquer, quoi. On aura l'occasion sûrement d'en parler. Et trois, c'est beaucoup d'entraînement. Voilà trois choses à retenir. Celui qui avait un train, il peut y aller. Sauf qu'il ne sait pas il y a quoi dans les fondamentaux, etc. Donc si on veut plus, il reste. Maintenant, au niveau de la fidélisation de ton prospect, la meilleure des choses, c'est comment est-ce que tu le fais vraiment gagner. Donc tu résous ses problèmes. Après, on pourra chercher quels sont les tricks, etc., qui fait qu'il peut rester ou pas. Mais une des meilleures choses, c'est comment est-ce que tu le fais vraiment gagner. Justement, comment rendre, par exemple, la vente d'une chaussure comme un besoin, comme un problème qu'il a. Parce que ça reste quand même des chaussures, par exemple. Enfin, un truc banal. Si c'est un produit banal. Nike, le chiffre d'affaires de Nike est quand même en milliards d'euros. On parle de vente de chaussures. Et d'ailleurs, je vous recommande le livre Shoe Dog pour ceux qui ne l'ont pas lu. Pourquoi je le recommande? Parce que l'auteur, Phil Knight, l'auteur de Shoe Dog, dans ce livre, il bullshit pas. Aujourd'hui, avec la génération Instagram, tout le monde fait croire que tous les jours je gagne, tous les jours c'est beau, etc. Les gens veulent montrer leur victoire et un peu moins leur défaite. Et là, le fondateur prend le temps de pouvoir parler de tout et je pense que c'est important dans la vie de futur entrepreneur ou d'entrepreneur de pouvoir déjà se positionner là-dedans. Maintenant, en résolvant ce problème, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont acheté des paires Nike et certains ont une sensibilité différente. Certains, c'est par rapport au produit en lui-même, d'autres, c'est par rapport au sentiment perçu par rapport à l'extérieur. Donc, si ton produit, c'est quelque chose, parce que en général, tu n'as pas encore un produit, si c'est quelque chose qui se répète pas forcément, une manière de pouvoir mesurer cette fidélisation, c'est voir notamment aussi les recommandations qui te sont données par la suite. C'est quand tu fais une vente, tu viens de perdre ton prospect le plus chaud. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu viens de faire une vente. Donc ton prospect le plus chaud, est-ce qu'il va te ramener des recommandations? Et ça va pouvoir t'aider et ça va pouvoir créer un pattern de fidélisation. Et si c'est des choses avec une certaine répétition, avant de savoir quelle relance, quel mail, quel je ne sais quoi, la première question c'est comment est-ce que je le fais vraiment gagner? Par mon expérience de vente et par l'utilisation de mon service et de mon produit. Et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, tout le monde aime gagner. Donc ça va donner envie de répéter ce truc-là. Du coup, il faut passer par quelqu'un d'autre. Pardon? Passer par quelqu'un d'autre pour le faire gagner. Déjà, par rapport à ce que tu vends, le faire gagner, c'est résoudre son problème. Donc résoudre son problème, tu vas l'emmener dans une posture où tu es en train de le faire gagner. Et comment après, maintenant, la chose se répète, ça va dépendre du produit ou du service que tu as. Mais la meilleure manière de fidéliser un client, c'est commencer déjà par le début. L'aider à résoudre son problème. Et après, ça va se traduire, ok, est-ce qu'il y a des recommandations en plus? Est-ce que tu es sur quelque chose qui se répète, une vente qui se répète et qui fait qu'il va revenir? Est-ce qu'entre-temps, le service client il est au top? Il y a plusieurs paramètres là-dedans qui fait qu'un client, au niveau de la rétention de ce client-là, il puisse en fait se dire que c'est une très bonne chose de pouvoir rester là-dessus. Sachant que la deuxième vente, en général, est plus simple que la première. C'est la raison pour laquelle, juste avant de passer à la caisse, par exemple, vu que tu me parles des chaussures, la personne dit « Attends, tu veux pas un gel ?» C'est une manière de confirmer la première vente que tu as déjà faite. Ouais. J'aimerais te poser une question, c'est que les entreprises qui viennent vous voir dans votre entreprise les entreprises ont déjà été créées, du coup ils ont déjà un business model. Mais quand vous remarquez par exemple qu'ils ne font pas assez de ventes, est-ce que vous remodifiez leur business model et aussi est-ce que vous savez en faire par exemple pour de nouvelles entreprises qui n'ont pas forcément ces compétences commerciales? Nous on accompagne des boîtes
sur le sujet de la vente, ça part de l'idée jusqu'à la conclusion de la vente, et après ça continue. Ce qu'on fait avec les boîtes, c'est on les aide à créer une excellente culture commerciale. Ce qu'on entend par une culture commerciale, c'est quels sont les comportements commerciaux gagnants à avoir dans une entreprise. Donc il y a la vente en lui-même, il y a pour le leadership comment faire vendre. Ensuite, il y a au niveau des ventes, au niveau des salariés, comment les garder motivés, comment créer un bon plan de rémunération, comment recruter ses commerciaux. Il y a plein de sujets qu'on adresse. Et pour une boîte qui est au stade de l'idée, moi la première chose que j'ai à dire, c'est allez vendre. Peu importe le niveau de maturité de votre idée, il faut très vite être confronté à ses prospects, parce que c'est le prospect qui va te permettre de faire tous les pivots nécessaires, plutôt que de se dire je vais rester dans mon atelier, attendre d'avoir le produit parfait, et par la suite aller voir mes prospects. Parce que toutes les modifications qui sont faites entre-temps, c'est peut-être pas des modifications que le prospect veut. Et la vérité, c'est que vous ne payez pas tout seul, c'est le prospect qui est en train de vous payer, parce que vous êtes en train de résoudre sans problème. Donc on a des boîtes qui viennent nous voir avec 5 cas de chiffre d'affaires au départ. On a des boîtes bien plus grosses. Ce matin j'avais une réunion, et la boîte elle fait 500 millions. C'est totalement pas le même enjeu. Mais on affectionne particulièrement ce travail de 0 à 1 parce que ça demande quand même des skills assez différents. C'est quand même différent de faire ce premier travail plutôt que de faire monter des boîtes une fois qu'elle a déjà commencé à décoller. Tu as des exemples de projets qui du coup n'avaient pas de chiffre d'affaires et de comment ils ont fait pour faire leur première vente Ouais. Tout à l'heure je parlais d'une boîte qui était dans le secteur des plantes. Sean Records, donc je ne peux pas tout dire, mais en termes de nom et tout. Peut-être Off Records tout à l'heure, on pourrait donner des noms concrets. Eux, par exemple, c'est pas qu'ils n'avaient pas de chiffre d'affaires, ils étaient à 40 000. Aujourd'hui, ils ont à 2 millions de CA à peu près. Donc on les a accompagnés quand même sur le long. Je pense à une autre boîte, et Off Records, je pourrais vous donner les noms, d'un fondateur qui était tout seul en freelance, et aujourd'hui, il a une 60aine de salariés. Donc ça fait on accompagné de l'idée à aujourd'hui avoir une structure qui est établie. Donc ça c'est des choses que je peux vous donner. Mais peut-être la question au-delà des noms de ces boîtes, la chose qui a beaucoup plus de valeur pour vous, c'est comment est-ce que vous le faites aussi. Oui, vraiment. Voilà. Je suis intéressé par le chemin qu'ils ont fait. Quoi. Par exemple, s'ils n'avaient pas de produit, comment tu as fait pour leur faire générer des premières ventes sans produit Est-ce que c'est là où vous voyez, j'arrête pas d'en revenir sur le sujet du problème. Votre produit, à tout un chacun, c'est l'incarnation de votre intérêt pour un sujet. C'est tout ce que c'est. C'est pas ce que le prospect achète. Le prospect, il vient pas acheter un produit en particulier, il vient pas acheter un service en particulier, mais je reste sur le produit parce que on le voit et c'est une incarnation. D'ailleurs, Steve Jobs, quand il a dit qu'il allait lancer les iPads, tout le monde lui a dit « tu rêves », si vous relisez l'histoire. Par contre, et c'est comme ça en fait que notamment on est parti sur les aider à vendre. Par contre, le fait de réfléchir sur comment changer en B2B par exemple le métier des gens, et après vous allez transformer un produit qui va aider à transformer ce métier-là. Et bien cette expertise que vous avez développée, il a déjà une valeur. Et c'est cette conversation que vous allez avoir avec la personne et qui, au bout d'un moment, la personne va vous dire « Ok, tu me donnes, tu conceptualises comment est-ce qu'on peut régler ça. Concrètement, comment est-ce que tu vas faire pour le manifester dans ma boîte ?» Si le produit n'est pas encore créé, ne serait-ce qu'en matière de conseil, il y a déjà des ventes qui peuvent commencer. Et ensuite, en matière de produit, une fois que le produit là, il est visible, ben, ça peut être quelque chose en plus qui vient rajouter ce solutionnage de problèmes que vous avez déjà commencé à faire bien avant que le produit soit visible. Et on le voit dans des boîtes, par exemple, de deep tech, en général ça met du temps
à sortir le produit. On peut le voir dans des boîtes, notamment dans le secteur de la santé, parfois le produit met du temps à sortir. Mais le fait d'avoir réfléchi déjà sur les différents mouvements qu'ils peuvent avoir, par exemple au niveau organisationnel, les gens sont prêts déjà à payer du conseil pour pouvoir changer ces choses-là. Et ce qui est important avec la vente, c'est que il y a la pré-vente. C'est pour ça que la pré-vente existe. Avant que le produit soit visible, les gens ils sont prêts à acheter les choses en avance. Parce qu'ils ont compris le concept et la plus-value que ça va apporter par la suite. La raison principale, et ça c'est quelque chose que vous devez garder en tête je pense, pour lesquelles une boîte meurt, la raison principale, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à vendre assez de produits, assez cher, à un rythme assez élevé. Point. La raison principale pour laquelle une boîte meurt, c'est parce qu'elle n'a pas réussi à vendre assez de produits, assez cher, à un rythme assez élevé. Ça, c'est la raison principale. Parce qu'après, quand il y a un défaut de liquidité, c'est là que la faillite attaque. Quand quelqu'un dit oui, mais on est mort parce que sur le coup, on n'avait pas assez de produits, on n'avait pas notre produit. Ouais, c'est pour ça que la pré-vente existe. Oui, mais notre produit, il n'était pas encore adapté au marché. Ouais, tu confirmes que tu n'as pas réussi à vendre le produit. Oui, mais avec mon associé, ça s'est mal passé. Ouais, ok, il aurait pu avoir un autre associé. Mais avant ça, encore une fois, on reprend le compte de résultat, qu'en était-il de la top line? Et c'est ça, en fait, qui permet de pouvoir maintenir une boîte en vie, en plus de toutes les autres choses qui sont tout aussi importantes. Mais s'il n'y a pas de liquide, bon courage, quoi. Ouais. Elle est violente, hein, elle pose beaucoup de questions et tout. Vous aussi, soyez tout aussi violent qu'elle, prenez vos réponses. Mais vas-y, j'aime bien ça. Vu que la société doit vendre assez de produits assez chers et à un rythme assez élevé, est-ce que vous aidez les entreprises à pricer? Et du coup, si vous le faites, comment vous le faites? Parce que ça, c'est dur, tu as un produit, tu connais ta valeur, mais tu connais la valeur de ton produit, mais tu peux avoir du mal à bien pricer pour avoir un bon rythme et convaincre les gens d'acheter. Il y a plusieurs choses par rapport à la boîte que vous êtes en train de monter. Déjà, vous, quelle est votre conviction par rapport au prix que vous devez avoir? Il y a plusieurs choses que vous pouvez regarder là-dedans. C'est quel est votre coût de production? Bien sûr, il faut que le prix que vous indiquez soit bien supérieur au coût de production pour qu'il puisse avoir une marge, parce que s'il n'y a pas de marge, c'est dur, quoi. Vous pouvez regarder plusieurs boîtes, ils ont un excellent chiffre d'affaires, vous ne laissez jamais avoir par le chiffre d'affaires. Juste après, la deuxième question, c'est quoi le résultat net? Skipper tout le truc. Ok. Parce qu'il y a des boîtes, je dirais non, on est en record, mais qui ont des beaux chiffres d'affaires, vous pouvez voir licorne, etc. ou autres, qui pendant un certain temps peuvent par exemple être en déficit. Parfois, ça fait partie de la stratégie pour telle ou telle raison. Parfois, non, c'est juste en dehors de contrôle, quoi. Donc, comment est-ce que tu prices? Il y a plusieurs choses. Il y a ton coût de prod, veille à être au-dessus. Et la deuxième chose, pose aussi des questions à tes prospects pour tes premières ventes. Aujourd'hui, par rapport à toute la problématique dont on a échangé en amont, qu'est-ce qui fait sens pour pouvoir résoudre ce problème? Oui, mais montre-moi d'abord ton produit. Non, mais indépendamment de mon produit. Là, j'essaie juste de comprendre en tant qu'expert qu'est-ce qui fait sens pour vous. À force d'avoir des rendez-vous avec ses prospects, et bien sûr veiller à toujours marger, parce que c'est la loi du business simplement, ça va donner des indications sur comment exactement je peux pricer mes produits, quoi. Est-ce que tu conseilles de commencer haut en prix, quitte à descendre par la suite, ou pas forcément? C'est pas trop... Pas forcément. Ça va dépendre de dans quel secteur vous êtes. Ouais, principalement, ça va descendre là-dessus. Les deux premières règles que je viens de dire, c'est sûr qu'il faut être au-dessus, parce que sinon, en fait, ton business, il n'y a pas de business, en vrai. C'est en train de tourner. Maintenant, par contre, une chose qui est importante là-dedans, par rapport à ta question, c'est
Ne laisse pas ton rapport personnel à l'argent influencer ton prix. Ce que j'entends par là, peut-être aujourd'hui, pour une personne, purée, 5 000 € c'est beaucoup d'argent. Pour d'autres personnes, ça ne l'est pas du tout. Donc il faut regarder plutôt le rapport à l'argent que le marché a, plutôt que son propre rapport à l'argent qui, chacun d'entre nous, on est biaisé par notre histoire. Et plus on grandit, plus on évolue plutôt que grandir, plus on arrive à capter des choses sur le marché et qui se détachent, qui nous permettent de pouvoir nous détacher de ce que nous on savait de prime abord. Ça c'est quand même la règle qui est hyper importante en matière de pricing. Là-dessus. Une question, par exemple, quand tu as pris l'exemple des deep tech où ça met du temps avant de pouvoir vendre, donc du coup tu vas faire des préventes en proposant ton conseil, c'est ça? Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer si tu demandes plutôt des investisseurs type des banques, tu veux faire un emprunt pour avoir un investissement, comment tu leur proposes le produit? Tu leur dis, voilà, dans 8 ans, ce sera prêt et ce sera comme ça, et ça répondra à tel besoin, ou je sais pas, il y a une méthode particulière Ça reste toujours de la vente, le rapport avec les investisseurs. Ça reste toujours de la vente. Selon les secteurs, il y a des choses qui sont normales. Il y a certains secteurs, on sait que pour que le produit puisse sortir, il faut attendre tant d'années. Donc les investisseurs, ils sont au fait de ces choses-là. Il y a des secteurs, par contre, où on sait que non. Pour ça, en fait, ça peut se régler en très peu de temps. Donc si tu leur dis ça vient dans 5 ans, là, ils disent c'est toi qui est le problème. Qui est à la bourre. Donc c'est là où, en fait, les nuances, petit à petit, elles se font avec les investisseurs. Mais on revient toujours à avant la démo. Comment est-ce que tu leur expliques ce que tu vas faire? Ça reste une conversation. Comment est-ce que dans ma conversation, je montre un certain degré d'expertise? Comment est-ce que dans ma conversation, je montre un niveau de clarté qui est fort au niveau des actions que je vais faire? Souvent, on parle de nouveautés, mais la vérité, on s'appuie toujours sur des choses qui existent déjà. Qu'est-ce qui a déjà fonctionné dans le secteur et où est-ce qu'eux, ils sont allés? C'est des questions qu'on peut se poser pendant qu'on fait nos recherches. Et là, ça va donner de plus en plus de matière à pouvoir aider ces invests à pouvoir conceptualiser les choses. Un invest amateur et un invest professionnel ne réfléchissent pas de la même manière dans le sens où ils n'ont pas le même rapport au secteur stricto sensu. Ce qui fait que certains sont plus prompts à se mouiller parce qu'ils connaissent bien le secteur et d'autres qui se diraient bon, je vais attendre que tu décolles à minima et après je viendrai rajouter des billes. Personnellement, j'ai accompagné par exemple pas mal de boîtes dans le secteur de la santé, mais en ce qui concerne d'un truc vraiment pointu en termes de remèdes, etc., je ne mettrai même pas un centime tant que les ventes n'ont pas commencé, parce que je n'ai pas tout le recul nécessaire pour savoir est-ce que ce médicament-là va finalement marcher ou pas. Mais un professeur aujourd'hui dans un couloir particulier de la médecine, simplement dans la première conversation, va comprendre certaines subtilités et va se dire purée, mais moi c'est le truc que je suis en train d'essayer de développer ou c'est ce type de boîte dans lequel je suis en train d'investir depuis 10 ans et c'est normal que ça prenne tout ce time frame là. D'où la nuance qu'il peut avoir. Et une autre question, quand tu présentes justement ce que tu veux faire ou comment convaincre, est-ce qu'il faut qu'il y ait une forme particulière ou pas? Par exemple, tu vas faire une présentation, tu veux que ça marque l'esprit des gens, tu vas prendre une forme où, je sais pas, ça va être plus en exposé, je sais pas comment présenter la chose de la manière à ce que ça brain le plus la personne. Avant la forme, le fond. Okay. Certains sont beaucoup plus sensibles à ce qu'ils voient. Et donc la presse vient appuyer ce que tu es en train de dire. Certains simplement, ils sont auditifs. Ce qu'ils entendent, ça leur permet de pouvoir avancer et capter les choses très rapidement. Mais la chose la plus importante, c'est le fond, est-ce qu'il est solide? Et 2, quelque chose que vous pouvez garder dans chacune de vos conversations, c'est comment est-ce que je fais gagner l'autre. Avant de commencer à parler à une personne, c'est qu'est-ce que la personne est venue chercher ici. L'investisseur en particulier,
son but c'est quand même de gagner de l'argent. Comment est-ce qu'il va gagner de l'argent avec ton truc? Si tu arrives à adresser ça, déjà, tu vas plus facilement arriver à avoir son attention et il va vouloir multiplier. Bah, moi, voilà, je suis passionné de, si je reprends ton point, je suis passionné d'animaux. Moi, aujourd'hui, je vois que c'est un secteur c'est un marché qui fait tant de milliards. Aujourd'hui, je ne sais pas, un Français sur X a des animaux, mais il y a ce peigne qui n'arrête pas de se répéter chez ce nombre de personnes. Et je pense que franchement, si on arrivait à avoir juste 1% de ce marché, voilà ce que ça nous donnerait. Pourquoi j'ai besoin d'argent? C'est simplement pour aller plus vite sur A, B ou C. Et je suis convaincu que si toi tu mettais de l'argent là-dedans, en 5 ans, tu pourrais doubler parce que, opérationnellement, voilà comment est-ce qu'on va se développer. Et là, la personne peut donner l'envie de dire, donne-moi un peu plus de détails sur cette partie-là. Est-ce que c'est juste un concept ou est-ce que tu as déjà testé? Je vous rassure, j'ai déjà ça comme vente. 1, 2, 3, 4, tu alignes les ventes. Là, ce que je cherche, c'est pas essayer à vendre, c'est comment est-ce que je peux aller plus vite. T'achètes ou pas? Ouais. Donc, la question derrière, c'est comment est-ce que... Et ce qui est intéressant avec la vente, c'est quelque chose qui se passe dans la vie de tous les jours aussi. En fait, on vend, encore une fois, je disais tout à l'heure, on vend à tout instant. Comment est-ce que la personne à qui je suis en train de parler, je lui donne de la valeur? Le sujet, c'est pas qu'est-ce que je vais dire, même si on a tous plein de choses à dire, plein d'idées, mais toujours dans la conversation, c'est comment est-ce que la personne en face de moi, je lui apporte de la valeur. Si j'apporte pas ça, ça marche pas. Alors, en général, on va pas si loin que ça. Et pour vendre, il faut des prospects dans un premier temps. Comment tu vas les chercher? Comment tu fais en sorte que ce soit les bons? Et je sais pas, est-ce que tu fais du calling? Est-ce que tu fais des visios? Est-ce que tu vas les voir en physique? C'est quoi un peu tous les canaux qu'on peut utiliser, quoi? Parce que les réseaux sociaux. Je vois plusieurs personnes hocher de la tête. C'est une bonne question, ça. Ok. Voici les fondamentaux de la vente. Les objectifs. Il faut une définition d'objectifs clairs. On pourra zoomer sur chacun de ces fondamentaux. Il faut une liste claire de personnes qu'on veut contacter et pourquoi. Troisième fondamental, c'est la prospection. Ça se traduit par le téléphone, par les salons, sur certains canaux, par des canaux mail dans certains moments, etc. Mais la prospection. Il y a la vente en elle-même. Donc, comment est-ce que tu mènes cette conversation et jusqu'au closing? Et à ce qu'on appelle l'histoire de vente, ou encore la sales story, c'est comment est-ce que tu ramènes tout ça. Ça, ce sont les 5 fondamentaux de la vente. En général, le fait de ne pas performer en vente, c'est qu'on ne passe pas assez de temps sur ces canaux-là. Clair. Au-delà des new tricks, par exemple, aujourd'hui, on est dans une ère où il y a beaucoup de digital. Le digital, c'est quelque chose qui est venu normalement supporter ces fondamentaux. Ce n'est pas quelque chose qui doit nous permettre de remplacer ces fondamentaux. Quelque chose de fondamental reste bien sûr. Il y a des questions? On n'a pas tout entendu. Ouais, bah, n'hésitez pas. Là, on fait, vous voyez, on est dans un format où on fait ce que moi j'appelle un cœur à cœur. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre en échange. Encore une fois, voilà. L'idée, c'est que vous sortiez de là avec des choses qui vous aident à avancer, bien plus que le simple fait que je sois venu parler, quoi. Ça intéresse personne. Donc, je parlais des fondamentaux. Je disais, il y a la définition des objectifs commerciaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour votre boîte? Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous aussi personnellement? Je pense que chacun d'entre vous devrait savoir combien vous voudriez gagner et pourquoi. Dans votre vie, dans vos rêves les plus fous. Il faut que ça soit clair dans votre esprit. Et que ça soit clair aussi pour votre boîte. La deuxième chose que j'ai dit, c'est la liste. Qui est-ce qu'on contacte et pourquoi? Il y a tout un travail là-dedans pour pouvoir la rendre pertinente. La troisième chose, c'est la prospection. Comment est-ce qu'on arrive à susciter l'intérêt avec des personnes et transformer cet intérêt en rendez-vous?
La quatrième chose, c'est la conversation de vente en elle-même. Il y a plusieurs étapes dans cette conversation de vente, du départ jusqu'au closing. Et enfin, il y a l'histoire de vente. Comment est-ce qu'on raconte l'histoire de sa boîte. On pourra même rentrer en profondeur là-dessus par la suite. Ça, c'est ce qu'il y a dans les fondamentaux. Et du coup, ta question, c'est comment est-ce qu'on rentre en contact avec ces personnes? Pourquoi j'ai commencé par répondre par ces fondamentaux? Parce que selon les objectifs, déjà, ça change en se disant, est-ce que tu dois rencontrer quelqu'un qui a un objectif de faire 500 000 € de chiffre d'affaires, par exemple? Il doit peut-être avoir un seul client à 500, ou il doit avoir 10 clients à 50, ou 100 à 5. Déjà, ça commence à changer un peu l'objectif et qui on doit rencontrer et comment est-ce qu'on va le faire. Ensuite, au niveau de sa liste, ça influence qui, ouais, et ça influence aussi, par exemple en B2B, qui est-ce qu'on va adresser. Aujourd'hui, essayer d'envoyer un simple email à un DG d'une boîte importante, bon courage, ça risque de rester simplement dans les spams. Dans une ère qui est de plus en plus digitale, l'humain a encore de plus en plus sa place. Est-ce que pour des paniers, des hauts tickets, des paniers moyens qui se comptent en dizaines de milliers d'euros, voire plus, est-ce que c'est pas pertinent de pouvoir appeler les fondateurs de ces boîtes-là et réussir à les percuter lors de cette court échange? Comment tu fais pour les contacter, ces boîtes-là, en l'occurrence pour le service, par exemple partenaire ou achat? Parce que souvent, quand tu vas, par exemple, je sais pas, tu veux contacter Rolex, quand tu regardes contact sur un truc, tu as le contact de vente, mais pas autre chose. Tu ne peux pas appeler directement l'entreprise pour leur proposer tes produits. J'en sais rien, si tu vends un cadran qui est mieux pour leur montre et que tu le produis et tout, mais comment tu fais pour les appeler justement? Ok. Si tu n'as pas les pistons, Ouais. Très bonne précision. Aujourd'hui, qui est sur LinkedIn aujourd'hui? Ok. Est-ce que votre LinkedIn est à jour? Est-ce qu'il est top? Voilà. Est-ce que vous avez tous plus de 500 relations sur votre LinkedIn? Je viens de M'amène. Tous ceux qui ne sont pas en dessous de 500, c'est comme si vous n'avez pas LinkedIn. Rajoutez les personnes là ce soir, demain, après-demain. Et cherchez principalement des personnes justement avec qui vous avez un certain intérêt. Vos potentiels prospects, ou cherchez des personnes qui font peut-être déjà les métiers que vous voulez faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'en reçois très peu, mais je pense qu'aujourd'hui, un étudiant qui m'envoie un message pour me dire qu'il aimerait en savoir plus, parce qu'il aime bien ce que je fais et il voudrait se professionnaliser, je lui donne le rendez-vous. Parfois, je lui donnais les mêmes conseils que pour une boîte, je l'aurais facturé comme pas possible. Et déjà là, avoir des jeunes qui sont assez ambitieux et qui font ça, c'est différenciant. C'est pas tout le monde qui le fait. Maintenant, une fois qu'on est sur LinkedIn, aujourd'hui, tu as des outils, au-delà du message que tu peux envoyer, qui permettent de pouvoir récupérer ces numéros de téléphone. Je vous en donne quelques-uns pour votre culture. Et les gars, n'utilisez pas ça pour aller trouver le numéro des filles. Il y a Lusha, Lusha, il y a des outils comme Casper, K-A-S-P-R, et même moi dans ma boîte on en a créé un qui est encore plus performant que cela. Donc aujourd'hui en fait en 2022, trouver les numéros des gens, c'est pas le truc le plus difficile. Mais par contre ce qui est intéressant par la suite, c'est une fois que tu as le numéro de quelqu'un, comment est-ce que tu l'approches? Qu'est-ce que tu lui dis qui va permettre de susciter son intérêt? Et pas qui va lui faire dire « purée, je suis en train de perdre mon temps ». Ça, c'est une compétence qu'il est bon d'entraîner et pour pouvoir simplement être pertinent, peu importe l'interlocuteur qu'on a au téléphone et initier des rencontres. Ça répond à ta question? Je pense que tu n'as pas encore répondu à la question de Baptiste, c'est quels sont les outils de prospection que
par exemple, vous utilisez dans votre boîte ou quels sont les outils de prospection que tu nous recommandes et qui sont les plus performants? Bah, j'ai commencé à répondre à cette question. Il y a LinkedIn. Sur LinkedIn, vous avez demandé de rajouter des personnes. C'est pas simplement pour qu'il y ait marqué plus 500 sur votre truc. C'est parce que en rajoutant des personnes qui font le métier que vous aimeriez faire plus tard ou sont des prospects, ça va permettre de pouvoir entrer en contact avec eux. Il y a un outil infaillible que tu as toujours sur toi, il y a le téléphone, pour pouvoir appeler les personnes sur celui-ci. Au-delà de toutes les applications aujourd'hui qu'on a sur notre smartphone, parce que le téléphone a avancé depuis des générations, on n'a plus des 3310, je ne sais pas si certains d'entre vous savez ce que c'est, on n'a plus des 3310, on a des smartphones. Bah, au-delà de tout ce qu'on peut faire sur le téléphone, la première raison pour laquelle les gens achètent ça, c'est quand même pour recevoir des appels. Au-delà du téléphone, il y a les salons. Te rendre au salon des professionnels qui sont là où... Enfin, au salon des professionnels que tu veux contacter. Là-bas, ça peut être un endroit où tu fais de la prospection, tu fais des rencontres. Pour les salons, je suis super curieux parce que je trouve que c'est toujours un peu too much, quoi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens, tu sais pas trop forcément où aller, parfois c'est peut-être intimidant. C'est quoi un peu tes conseils sur les salons pour avoir de la valeur et réussir à faire des ventes en salon? Ouais, bah, je reviens sur le salon tout de suite. J'en lis juste quelques-uns en plus et je reviens sur le salon. Tu as les recommandations aussi que tu peux avoir via les gens de ton entourage. Chacun d'entre vous ici, vous êtes beaucoup plus riche que ce que vous pensez. Et très souvent, étant plus jeune, on pense uniquement à l'argent matérialisé. Possible que je connaisse quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est ta target la plus forte. Dans cette salle, il faudrait réussir à activer ça pour une bonne raison. Personne n'est à plus de 4 contacts, voire 3, du président de la République. Personnellement, je connais une personne qui connaît le président. Donc ça fait 1, 2, 3. Et c'est la même chose pour n'importe qui sur la planète. Donc son entourage, les connexions qu'on a, qu'on compte tous les jours, là aussi il y a de la valeur sur la partie prospection. Et on peut continuer, mais il y a vraiment beaucoup de canaux, mais je pense que je t'en ai donné plusieurs qui sont pertinents. Et pour revenir sur le sujet du salon, la question au salon, c'est faut aller au salon avec une target très claire, à savoir je pars pour rencontrer des personnes, et ces personnes-là, une fois que je les ai rencontrées, je vais leur dire, je vais leur passer je vais prendre leur numéro de téléphone, je vais le demander, et préciser que, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est que je vous appelle demain, afin qu'on puisse trouver un créneau pour pouvoir échanger là-dessus. Donc, tu arrives sur le salon, tu poses des questions sur ce que la boîte fait. Le principe de réciprocité, qui est très souvent appliqué dans la vie, emmène à « et toi ». Et très simplement, tu dis voilà les problèmes que tu résous, et tu dis les clients que j'accompagne en général, ils ont ça comme problématique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ouais. Là, on est dans un salon quand même, c'est peut-être pas le bon moment, mais est-ce que je peux prendre votre numéro et je propose de vous appeler demain? J'imagine que vous serez occupé, hein, mais simplement pour pouvoir qu'on trouve le créneau nécessaire pour qu'on échange là-dessus. Est-ce que vous êtes ouvert à cette idée? C'est uniquement ça le but d'un salon. Dès que tu as fini de faire ça dans un stand, bam, tu quittes le stand direct. Tu refais pas le tour, tu sympathises pas avec... Ça y est, mission accomplie, stand suivant. Ensuite, mission accomplie, stand suivant. Sachant que certains ne t'auraient pas eu leurs coordonnées, mais tu peux dire, après en prospection par la suite, tu peux dire oui, mais j'ai vu votre boîte au salon, j'ai parlé à telle ou telle personne, voilà. Et ça crée, grâce à cet ancrage, exactement. Donc quand tu pars au salon, que ce soit clair dans ton esprit, ce que je pars faire, c'est échanger avec une personne, checker si c'est un de mes prospects, prendre son numéro, caler le rendez-vous. Le reste. Et l'avantage même d'aller justement dans des événements, c'est surtout pour les rencontres, au-delà de ce qu'on apprend. Je vais rebondir juste sur quelque chose. Je vois des personnes qui ne prennent pas des notes. C'est juste scientifiquement prouvé. Notez juste un truc. Le but, c'est pas de noter tout ce que je dis. Ça, encore une fois, on n'en a rien à faire. Mais quand on prend juste 1 ou 2 notes, ça reste plus facilement
dans l'esprit par la suite. Et comme ça, boum, vous avez capturé la valeur que vous avez pu avoir de l'échange que nous avons. Au-delà du fait que ça donne l'impression d'être smart. Excuse-moi, juste après, je prends et je reviens là-dessus. Ok, quand on parle des ventes, on approche le sujet avec des tactics ou des approches pour vendre. Et en tant que startup, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les tactiques qu'on doit... Sales tactics. Great. Au-delà des tactiques, parce qu'il y en a plein, je vais d'abord rester sur le panorama large qui est important et qui fait partie des fondamentaux. En général, ce qui se passe vraiment avec les boîtes qui se lancent, c'est on passe tellement de temps à faire du produit, on se dit, bon, la vente, je m'en occuperai après. La première chose à faire, c'est se mettre beaucoup dans une situation de vente. En s'entraînant sur le sujet, en se formant sur le sujet, et qui plus est, et ou en étant accompagné par des personnes qui ont plus d'expérience sur le sujet. C'est la première chose, ça doit être une des... De la même manière que votre cœur bat pour votre produit, bah, l'autre moitié de votre temps, votre cœur doit battre pour ça. Parce que le métier d'un CEO, c'est faire de la gestion de projet et de la vente, ou de la gestion de projet et du produit lorsqu'il y a plusieurs cofondateurs, ou de la gestion de projet et un peu de finance pour pouvoir checker ça. C'est ça le métier d'un CEO. Donc déjà, se retrouver beaucoup en situation de vente. Qu'est-ce que ça veut dire se retrouver beaucoup en situation de vente? Veiller à ce que dans ton agenda, tu aies beaucoup de rendez-vous avec des prospects et des gens qui vont faire avancer ton business. Si ton agenda, tu as par exemple un rendez-vous dans la semaine, tu es en train de perdre ta semaine. Passer beaucoup de temps avec tes prospects. Ça, c'est le premier truc à avoir. À veiller à ce que mon agenda, en fait, je rencontre du monde. Je rencontre du monde. Même s'il y a des gens qui ne m'achètent pas tout de suite. Quand tu sors d'un rendez-vous, il y a plusieurs choses qui se passent. Soit tu as vendu, yes. Soit tu as appris des choses sur le secteur, sur l'industrie, qui vient rajouter à l'étude de marché que tu as déjà faite. Ou sinon, tu as des idées aussi. Ah, mais en fait, en ayant parlé avec ce type de boîte ou avec ce type de persona, je vois comment est-ce que je peux multiplier dans ce secteur ou dans un autre secteur. Donc, la première chose à veiller pour une personne qui est en train de lancer sa boîte, c'est est-ce que je vois assez de monde? Est-ce que je vois assez de monde? Maintenant, pour pouvoir voir ces personnes, comment est-ce que ça se passe? Si je reste sur la partie B2B, on reste sur le sujet de la prospection et je parlais un peu de différents canaux tout à l'heure, les utiliser pour entrer en contact, essayer de créer de l'intérêt avec ces personnes et transformer ces intérêts en rendez-vous pour pouvoir avoir une conversation avec ces gens. D'ailleurs, la conversation, si je vous donne un peu de tactique pour pouvoir aussi t'aider sur la deuxième partie de ta question, n'appelez pas les gens pour leur montrer une démo parce que tout le monde s'en fiche. Moi, je m'en fous de voir un nouveau produit. Vous aussi, hein, si on vous appelle, ouais, même si c'est on record, je vais quand même tirer dessus, mais en général, les calls des CPF, ça énerve tout le monde parce que personne veut entendre ça en fait. Appelez des gens, par contre, en adoptant petit à petit une posture d'expert et en demandant une conversation sur tel ou tel sujet. Plus facile à dire à faire, c'est pour ça aussi qu'on a une boîte et qu'on entraîne des gens. Mais en tout cas, en termes de posture et de démarche, c'est plus celle-là à avoir que je vous appelle parce que j'ai un produit génial que je vais vous montrer. Super. Moi, j'ai une boîte à faire tourner. Salut. Si tu contactes quelqu'un qui doit être intéressé, si par exemple, je contacte un gym, ouais. Normalement, ils doivent être intéressés par des nouveaux produits de gym. Alors, ils doivent voir la démonstration. Sinon, ouais. Comment ça va marcher? Mais avant... Tu peux attirer leur attention pour to speak to them. Yeah. L'enjeu, prends l'exemple du téléphone, l'enjeu pour moi c'est, lorsque je suis ici, j'ai envie d'être en capacité de pouvoir joindre quelqu'un qui est par exemple à Cergy. Il est là mon problème. Bon, là, ça y est, tout le monde sait ce que c'est un téléphone, donc il n'y a plus de sujet, mais à l'époque, en étant en contact avec quelqu'un, je ne lui dirais pas « Hey, j'ai un nouveau produit, ça s'appelle le téléphone, c'est génial. »
voilà, j'ai constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ont cette problématique. Lorsqu'ils sont à un endroit A, ils se demandent comment faire pour joindre une personne B. Et ça leur crée une frustration de ne pas savoir le faire. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé? Ouais. Moi, je te propose qu'on puisse avoir une conversation là-dessus, parce que je pense que j'ai des leviers intéressants qui permettront de résoudre ce problème. C'est ça que je veux créer comme conversation, plutôt que de dire « Hey, j'ai un nouveau téléphone, j'ai un nouveau produit ». À un moment dans la conversation, la personne va te dire concrètement comment est-ce que tu le fais, ton produit va finir par apparaître. Mais la personne, elle n'est pas intéressée par ton produit, elle est intéressée par comment est-ce qu'elle résout ce problème-là dans le téléphone. Donc aujourd'hui, dans les gyms, par rapport à le recul que tu as, quelles sont les frustrations qu'ils ont et qui font que ça peut avoir un impact, par exemple, sur leur marge, ça pourrait même peut-être réduire leurs coûts, qui fait qu'ils devraient être rencontrés. Si tu arrives à retirer, par exemple, une frustration, tu as pu voir que dans les gyms, voilà, en général, il y a une frustration de la part des bodybuilders, de ci, ça, qui baisse la satisfaction client et qui empêche une rétention importante. Ouais, toi, tu as trouvé 2-3 manières de pouvoir résoudre ça par tel ou tel produit, mais là, ce n'est pas le sujet. Là, dans un premier temps, j'ai envie d'avoir une conversation sur ces choses-là et voir comment est-ce que je peux vous aider là-dessus. Il est intéressé par ça. Ton produit, encore une fois, ce n'est que l'incarnation de ton intérêt pour ce sujet-là. Moi, par exemple, j'aime le MMA. Enfin, vous vous en fichez ce soir, vous ne m'avez pas invité là pour ça. Même j'aime la vente dans l'absolu, vous vous en fichez. Mais ma capacité à vous aider à vendre plus, ça, vous en fichez pas. Et c'est ça, en fait, qui permet que notre conversation elle puisse avoir lieu. Vous voyez un peu la nuance? Ça vous parle? Et c'est pour ça que je dis que les gens n'achètent pas un produit, les gens n'achètent pas un service. Number one reason why people buy, solve a problem. Tu vas acheter une baguette, c'est parce que tu as faim. C'est ce problème que tu veux résoudre. Bon, je prends le cas de la baguette, parce que nous tous, je crois, on en prend pas mal, quoi. C'est le truc, je pense, qui met tout le monde d'accord. Mais bref, même chose pour les autres produits. J'ai une question spécifique à la prévente. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça, par exemple pour une campagne de Kickstarter? Bah, vas-y, développe. Quel est ton projet? Quel est ton... En fait, mon projet qu'on développe avec des amis, c'est en fait des couverts qui sont beaucoup plus ergonomiques pour manger dans les bureaux ou en cours, en gros, que ce soit qu'un truc pliable. Le produit n'est pas encore terminé, Ouais. mais en gros, c'est un truc où ça permet de manger plus facilement au bureau ou à l'école pour qu'on n'ait pas nos couverts à trimballer sales dans notre sac ou alors pour pas avoir essayer de les caler dans le Tupperware pour les gens qui ramènent leur nourriture directement de chez eux. Et je me demande si il y a des différences entre... Parce que, Tu vends à qui? Du coup, plutôt B2C, parce que aux gens qui vont aux étudiants ou aux gens qui travaillent dans les bureaux, qui amènent leur nourriture et qui vont manger à l'extérieur le midi. Ouais. Je pense que pour te donner du contexte, c'est super intéressant. En gros, ça fait partie de leur cours. Et vous avez combien de temps pour... on lance des campagnes en avril. Alors, en avril, ils doivent faire un Kickstarter. Et c'est genre celui qui fait le plus de ventes. Enfin, ils ont des objectifs à atteindre. Et ils passent l'année à développer le produit pour faire le Kickstarter en avril. Du coup, je pense que c'est un bon cas d'usage. Ok. Comment est-ce que tu parles à ces gars du B2C? Enfin, c'est la première question que tu dois te poser. On revient toujours au problème. Adresse ce problème-là à ces personnes dont tu accompagnes. Donc déjà, parfois, quand on veut faire une étude de marché, on réfléchit à des gens loin et tout. Moi, ce que je ferais, boum, prends un rendez-vous avec chacun d'entre eux là. Deuxième chose, tu fais la même chose avec des gens qui sont dans des boîtes. Là, ça y est, on est à la défense. Des gens qui mangent dehors, bonjour, ouais. Je peux vous prendre un instant? Pourquoi? Je suis un jeune entrepreneur. Voilà. J'ai constaté qu'il y a ça. Je peux vous poser quelques questions à ce sujet. Là, la défense, alors, c'est pas des personnes qui mentent. Sachant que les personnes qui sont en train de manger là, il y en a pas mal qui sont dans ces tours là. Adresse les problèmes. À force, au début, tu vas être maladroit. Accepte ça. Parce que parfois, à l'école, on nous apprend qu'il faut
faut avoir la bonne réponse, il faut réviser, il faut paraître bien et tout. Dans le vrai monde, on t'apprend à échouer, échouer, échouer et ça donne quelque chose. C'est un petit peu différent le modèle. Mais adresse ces personnes-là, tu vas avoir des verbatims qui reviennent, tu vas avoir des frustrations qui reviennent à leur niveau, crée une belle page là-dessus. Et quand certains te disent que oui, c'est un sujet pour moi, ouais, c'est une bonne idée, n'achète pas le fait « Oh my God, c'est une bonne idée » et tout. Est-ce que vous serez prêt à payer? Combien vous serez prêt à payer pour ça? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui? À la fin, go for the close. C'est ce qu'on avait fait au départ. Et du coup, je pensais aussi à quel truc il y aurait après. Est-ce que ça se jouerait plus sur la manière dont on va présenter le produit, comment aller chercher des gens, parce que du coup, c'est seulement une campagne Kickstarter. Est-ce que ça joue plus sur l'image qu'on va donner ou au contraire le marketing et faut balancer de la pub, je sais pas. Parce qu'une fois que maintenant on a bien trouvé du coup les points où les gens savaient qui est-ce qui emmerdait les gens, enfin quel était du coup le problème des Tu as fait combien de ventes? Et ça zéro pour l'instant avec le produit, c'est pas. Ouais, mais au-delà du produit, c'est sur ta présentation, il doit avoir une clarté encore une fois sur le problème et à quoi ça va ressembler et la date où tu vas shipper ça. Parce que là, les personnes, du coup, quand tu leur demandes de faire une prévente, elles te demandent, oui, mais je te passe 5 € tout de suite, mais quand est-ce que je vais avoir la valeur de ce truc? Ça, c'est au niveau de ta présentation, rend ça sexy, quoi. Et au niveau de la vente, lorsque tu échanges avec ces personnes, il y a une différence entre ce que toi tu dis et tu sais, quand bien même c'est la même chose, et ce que ton prospect te dit. Même si tu dis oui, non mais je pense avoir trouvé le truc, fais-le lui dire. Et une fois que tu le lui fais dire, ok, est-ce que du coup ça te permet de pouvoir, tu peux te mettre en mouvement dessus, ok, voici le lien, ce que tu peux acheter. Et pour au niveau des entreprises, j'attaque pas trop ce secteur-là, mais qui s'occupe des cantines, qu'est-ce que le CE a mis en place là-dessus, prospecte un peu aussi ces personnes-là. Parce que en une entreprise, ça peut faire un one-shot et faire beaucoup plus de chiffres que uniquement avec les personnes en one-to-one. Donc en one-to-one, prends leur point, vois qui peut acheter, que ce soit dans cette salle ou que ce soit sur la Défense. Et en B2B, tu peux contacter des boîtes et avec ces boîtes-là, des gens qui s'occupent du service de cantine ou le CE qui s'occupe du bien-être des salariés. Certains, tu pourras les faire bouger là-dessus. Moi, je rebondis sur ça. Comment tu fais pour contacter ou pour vendre quand t'es pas légal? Genre, par exemple, tu as ton produit, mais t'as pas encore déposé tes trucs et tout. Est-ce que tu peux quand même aller voir les gens, proposer des préventes, etc. Mais comment tu fais pour passer ça, on va dire, sous silence un peu? Ok. Bon, première question, c'est déjà pourquoi la structure elle n'est pas créée. C'est une bonne question qu'on peut se poser. Parce que les complexes, par exemple, si c'est quelque chose qui prend en compte de la finance, du coup il y a des normes à avoir et tout, et ça prend du temps d'avoir des accréditations, etc. Ouais. Comment tu fais? Après, selon certains secteurs, si ça met un peu plus de temps. Créer une boîte, c'est ce qu'on appelle une fiction juridique. Tu pars sur Internet, blablabla, la boîte elle se crée. Le plus dur, c'est pas de créer la boîte, juridiquement parlant. Ça peut se faire en un instant. Donc ça veut dire que si une personne elle est OK pour te signer un devis, je peux dire, bon, excellent, je vous envoie le devis demain, là tu sais que le devis va être signé, dans la journée c'est bon, ta boîte elle est créée. Et ensuite, boum, il y a le devis qui est envoyé, il y a la facturation. Ça c'est la partie la moins difficile. Nous tous on peut créer des boîtes. Faire vivre la boîte, c'est là qu'il y a le challenge. Et sachant que ça peut ne pas être ta boîte définitive, ça peut être toi-même, petitement auto-entrepreneur, c'est une partie de conseil. Il y a déjà des premières facturations qui sont emmenées dans ce biais-là. Et demain, boum, tu rajoutes encore tu fais évoluer ce statut-là ou tu crées un autre truc avec un autre statut qui est plus conforme à ta boîte initiale, où tu commences par une SASU. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu tous les modèles. Voilà, et après ça passe en SaaS. Enfin, cette partie-là, ne la crains pas parce que c'est pas la plus dure. Et en fait, moi par exemple, je prends mon exemple, mais je trouve ça super galère. Genre vraiment, je suis allé voir des trucs comme Legal Place ou Legal Start.
Et souvent, ils me disent, ouais, en 24 heures, c'est prêt et tout. Mais souvent, pour avoir le numéro de ciré ou ces numéros-là complexes et tout, il faut attendre genre un mois ou un truc comme ça, ou 2 semaines. Un mois? Non, c'est moins maintenant. 2 semaines. Non. Ouais, 2 semaines. Mais Ouais. du coup, comment tu fais dans la période des 2 semaines? Par exemple, si tu as un devis à donner à la personne, je sais pas, il est de 2000 €. Comment tu fais pour lui donner le devis? Genre, tu fais un contrat. Enfin, je sais pas comment ça marche. Ouais. Auto-entrepreneur, en une semaine, tu as ton auto-entreprise. Ok. Tu as 0 impôt, 0 charge. En général, c'est ça la première étape. Ouais. Et c'est easy à faire. C'est easy à faire. Après, monter des statuts, etc., ça prend plus de temps et en général, c'est pas forcément nécessaire. Ok, ça marche, merci. Et tu emmènes la personne à te dire un grand oui. Ouais. Tu demandes une femme au mariage, elle te dit oui. Normalement, si t'as pas la bague tout de suite, tu la portes dans 2 semaines, ça va. Elle aura pas bougé, quoi. Donc, t'emmènes la personne à te dire un grand oui. Et si c'est quelque chose que vous pouvez voir par la suite, ouais, bon, ok, telle chose, est-ce qu'on peut le faire? Voilà, j'enverrai le devis tant. En fait, la transparence en business, c'est ultra important. Ouais. Ultra important. Surtout en vente, en fait, notre arme, c'est nos mots. Donc, faire toujours attention à faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ça crée un équilibre. Et la personne, elle va te suivre. En général, ça va pas être ça le sujet. Du coup, par rapport à ce qu'il disait, c'est pas possible du tout de faire quelque chose sans toujours statut, sans le statut d'auto-entrepreneur ou même un autre. Ah, tu veux qu'en record, je te dise de ne pas respecter la loi? Non, mais en gros, en B2C, 10 € par-ci par-là. Je crois que les impôts vont bien sur 10 Ah, une fois que c'est déclaré, crois-moi, l'État, c'est comme le casino. Ils veulent toujours gagner. Et une fois que c'est déclaré, c'est fini. Maintenant, si tu décidais de prendre 10 € dans ta main, je pense que, voilà, il est possible que chacun d'entre nous, ayant déjà fait une vente, depuis qu'on est petit, sans pouvoir avoir déclaré, dire, écoute, prends ça, prends 10 balles. Bon. Je te n'encouragerais pas de le faire en record. Mais t'as bien compris le point. Moi, j'ai une question par rapport au salon toujours, c'est que les gens au salon, ils sont là pour vendre. Et du coup, quand toi, tu viens pour faire de la prospection, je me dis, en fait, ça va pas du tout. Parce que c'est pas du tout je crois que c'est pas du tout l'endroit pour que toi, tu viennes vendre, en fait. La vente la plus importante, ça aussi c'est un truc que vous pouvez noter, c'est important. La vente la plus importante, c'est la vente que tu te fais à toi-même. Est-ce que tu es convaincu de ta démarche ou pas? Si tu es convaincu que tu déranges, je te garantis que tu dérangeras. Si tu es convaincu que tu déranges pas, tu ne dérangeras pas. Tu vas interrompre quelqu'un, donc sur le coup, la personne peut dire « Oh, attends, tu es en train de m'interrompre ». Mais tant que tu lui montres que c'est avec une excellente intention et c'est dans le but de résoudre ses problèmes, normalement, ça aide à avancer. Donc la vente la plus importante, c'est qu'est-ce que toi-même, tu te dis à toi-même. En général, ce qui fait mal, c'est parce que les autres pensent de nous. C'est quand les gens disent ça et qu'à l'intérieur de toi, ça te « Ah, j'ai l'impression que c'est vrai », c'est ça qui affecte. Le reste, ça passe. Donc, par expérience, j'ai déjà pris un nombre important de rendez-vous au salon. C'est juste, il faut montrer à la personne que tu veux l'aider à gagner et pas simplement placer quelque chose, quoi, placer un produit. Au-delà, j'aime bien dire qu'au-delà de B2C à B2B, c'est business to people. Parce qu'au final, il y a des humains derrière. Comment est-ce que tu aides les gens à gagner? Ouais, est-ce que ton approche de la vente peut être différente lorsque tu ne réponds pas à un problème précis, mais que tu vas chercher à créer un besoin, par exemple, sur des marchés, je ressortais cette matrice tout à l'heure, marché innovant, etc., produits innovants, quand tu te retrouves au maximum du risque, tu arrives avec un nouveau produit sur un marché qui n'existe pas forcément ou qui n'est pas mature avec une technologie nouvelle, tu crées un besoin quelque part chez le client ou le business. Voilà, est-ce que ça va changer quelque chose dans tout ce qu'on dit sur l'approche de vente? C'est bien, il y a une légère nuance entre le besoin et le problème. Et je vais la donner. C'est même pas un jeu de mots que je fais, c'est vraiment en fait une philosophie derrière. Un besoin veut dire que ton prospect, par rapport à son expertise à lui, il a détecté que le besoin, c'est ça. Ford, il aimait bien dire, si j'avais posé la question aux gens, ils m'auraient répondu, je veux des chevaux qui vont plus vite. Pour eux, c'est ça leur besoin qu'ils avaient vu. Mais il y a un problème
le problème, c'est la racine de ce besoin-là, si je puis dire. Parfois, le besoin, il n'est pas encore constaté. C'est pour ça que la personne dit « ouais, là, j'ai pas de besoin ». Mais il y a toujours un problème plus profond, qui, dans cet exemple-là, c'est toujours d'aller plus vite, par exemple. Et tu vends du changement, tu as un produit innovant, tu passes d'un cheval à une voiture, wow, qu'est-ce qui se passe? Mais quand tu adresses toujours le problème fondamental derrière, certaines personnes pourront se mettre en mouvement. Après, maintenant, en termes d'innovation, garde-toi en tête, encore une fois, que tu ne vends pas le produit ou le service, tu vends le changement. Tu vends à certaines personnes de changer. Et changer, c'est quelque chose qui est difficile pour l'être humain. Certains sont plus prompts au changement que d'autres. Donc, au début, c'est pas tout le monde qui va réagir en mode « ouais, ouais, trop bien, vas-y, viens ». Tu vas t'attendre à de la résistance. Enfin, attends-toi de la résistance, c'est la bonne chose à faire. Mais sinon, en fait, que le besoin soit défini ou pas défini, la question, c'est toi, en tant qu'expert de ce sujet, quel est le problème sous-jacent que tu as déterminé. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que les vendeurs, on n'est pas des caissiers. La vente, c'est aller voir des gens qui, de prime abord, ne sont pas intéressés. Contrairement au marketing, qui est plus focalisé sur le process d'achat, qui se dit comment est-ce que je sors de l'obscurité et comment, via telle ou telle campagne que je réussis à mettre en place, j'arrive à faire en sorte que les gens qui sont intéressés viennent cliquer. Les deux sont sœurs, mais sont deux personnes différentes. La vente et le marketing. Donc, si je trouve pas de problème sous-jacent aux besoins que je pense bah bon courage. Ça sert à rien de Bah pas de problème, pas de vente quoi. Pas de problème, pas de vente. You're welcome. Tu peux refaire la nuance entre marketing et vente? Ouais. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a la première chose, là je parlais plus en termes du processus de vente versus le processus d'achat. Le marketing, il y a plusieurs choses dedans. Déjà, il y a le fait de sortir de l'obscurité, c'est un des rôles du marketing. Il y a le fait d'aller chercher les insights ou faire une étude de marché auprès de ses prospects. Mais en tout cas, la philosophie derrière est de chercher des gens qui sont déjà intéressés et créer tout un système pour qu'ils puissent venir m'acheter quasi automatiquement, quoi. C'est comme ça que le market. La vente, c'est plus offensif, c'est aller chercher justement certaines personnes qui ne sont pas intéressées et avoir cette conversation avec eux pour faire justement comprendre pourquoi c'est la meilleure solution pour pouvoir régler ce problème. C'est juste, il y en a un qui est plus focalisé par un processus d'achat, comment est-ce que j'aide les gens à m'acheter plus facilement, et d'autres qui est plus focalisé sur le processus de vente, qui se dit, ok, au-delà du besoin qu'ils ont détecté ou pas, pourquoi est-ce qu'ils doivent m'acheter maintenant? Comment je les fais bouger sur ce sujet par rapport à leur opinion initiale. Je t'en prie. Great. Je crois qu'on est bientôt 20h, je vois des gens qui mettent leur sac et tout, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Peut-être on va prendre une ou deux questions et puis on wrap-up. Tu penses que les pubs dans les métros, ça marche ou pas? J'ai pas fait une étude là-dessus, mais je pense que les gens sont pas stupides. S'ils continuent à faire ça, il y a un retour sur investissement. Mais je ne veux pas me prononcer sur des pourcentages et tout, parce que j'en ai strictement aucune idée. Mais je pense qu'il y a... Parce que dans la vraie vie, les gens, ils s'en foutent. Il y a quelque chose. Tout le temps, ils regardent pas. Ouais, mais il y a aussi quelque chose qui fait que la publicité, il y a une répétition derrière. Aujourd'hui, je te parle de pâte dentifrice, tu vas me dire « Ah, Colgate, ah ouais, bah ouais, c'est une bonne pâte dentifrice, bah ouais ». Non, c'est pas bah ouais, c'est que ça fait 20 ans que tu entends Colgate, 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 et là tout d'un coup tu te dis, ok, donc quelque chose que tu vas voir dans le métro, quelque chose que tu vas voir sur la pub YouTube, quelque chose que tu vas voir sur truc, cette boucle-là peut t'aider à te mettre en mouvement. C'est ça que mon retour là-dessus, mais j'ai pas de chiffres parce que j'étudie pas, c'est pas mon domaine. Du coup, tu recommandes la publicité invasive, quoi, genre qu'ils en mettent partout, et du coup la personne elle va céder. Alors là, tu es en train de prendre mes propos et de les, et de les tourner. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je pense quand même au début de ta boîte, tu n'as pas assez de capital pour aller faire la guerre de la publicité. En tant que start-up, la question que tu te poses, c'est comment est-ce que j'arrive à avoir des rendez-vous avec des personnes percutantes et comment est-ce que je transforme ça en vente le plus rapidement possible. Faire la pub, etc., c'est un peu comme... si je fais un parallèle à l'agriculture, c'est comme si tu voulais qu'une forêt puisse pousser. Bah, pour que la forêt puisse pousser, c'est pas en un jour. Tu sèmes une graine, t'arroses, etc. et tout. La vente, c'est un chemin, disons, un peu plus court.
Et je pense que toutes les startups doivent d'abord se concentrer sur cette partie et la pub viendra par la suite. Après, en B2C, il y a plus de raisons aussi de pouvoir, parce qu'on est stratégie mass market, à se dire comment est-ce que je fais pour être large. Ce que je dis, ça s'applique un peu plus en B2B, mais quand même en B2C, là où tu commences à faire de la pub, ta question c'est toujours purée. Comment est-ce que je convertis vite? Parce qu'une startup, par définition, a une croissance rapide, mais par nature n'a pas beaucoup de cash. C'est un fait. Je finis avec vous deux? Ok. Donc tu dirais que c'est plus important de prospecter que de faire du marketing? En B2B, ce que je conseillerais à une boîte qui se lance, c'est ouais, boum, mec, commence par vendre. Commence à aller chercher du cash. Le reste, après, commence à aller chercher du cash. Et si tu as un peu plus de cash pour ouvrir un peu plus ton marketing, bah, c'est bien que tu sois connu, ça facilitera tes ventes. Mais ta première target là, c'est de te dire comment est-ce que je vais de 0 à 1 million le plus rapidement possible. C'est la seule question que tu auras à te poser quand tu lances ta startup. Si tu montres qu'il y a de l'attraction, ça va être plus simple pour lever des fonds, ça va être plus simple pour toi aussi respirer et te donner de la confiance dans ton produit. Ce que je dirais à quelqu'un qui se lance. Je crois que c'est toi la dernière question. Ouais, moi c'était par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, par exemple le fait de dire à quelqu'un, d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un, de dire il n'a pas l'argent, je vais l'aider à trouver les sous, donc que ce soit par la banque ou quoi que ce soit. Là je pense à un truc particulier qui est par exemple une entreprise qui vend une solution pour créer des maisons plus respectueuses de l'environnement et qui en plus isole mieux, mais ça coûte plus cher à fabriquer. Donc par exemple le client, il faut lui faire comprendre qu'il va revoir son argent, mais il n'a peut-être pas l'argent tout de suite. Et je pense qu'on peut passer par des aides de l'État. Par exemple ce processus-là justement d'accompagnement pour aller chercher les aides de l'État, etc. Est-ce que ça peut être une structure à part entière? Donc de dire ma boîte, c'est une boîte qui va aider les gens à aller chercher des aides de l'État pour construire mieux, plus respectueusement, etc. Enfin, où est-ce qu'on peut se positionner là-dedans? Est-ce qu'il y a une autre position carrément? Ou est-ce que ça va juste être une entité dans ta boîte qui va être d'aider les gens à aller chercher des aides? Ouais, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question que tu poses. C'est un point que j'avais pas souligné, mais que j'avais en tête, dans le sens aider les gens, par exemple, à aller chercher via les aides de l'État l'argent. Dans ta boîte, tu dois être, vu que c'est ton secteur, vu que c'est toi l'expert là-dessus, tu dois savoir où est-ce qu'ils peuvent aller les chercher. Tu dois le connaître. Est-ce que tu crées une deuxième boîte à côté qui a ça comme objectif? Bah, si ça peut t'apporter du cash, pourquoi pas? Est-ce que simplement, en fait, ton expérience de vente, elle est tellement vénère que chez toi, tous les commerciaux, même ça, ils savent le faire et tout. Et là, le client, il se sent accompagné, en fait. Est-ce que c'est quelque chose qui fait simplement partie de l'accompagnement? C'est même quelque chose qui peut te différencier de la concurrence. Donc, pas forcément obligé de créer une autre structure, mais que tout le monde, justement, soit des experts et sache accompagner des gens sur ça, ça, je pense que ça facilite ta vente. Et il n'y a pas moyen de se faire dessous si jamais ta boîte, elle fait uniquement l'intermédiaire entre... tu peux faire uniquement l'intermédiaire. Et tu le fais où l'argent là? Tu le fais pas... Bah, toi, l'argent, tu le fais sur le fait qu'il achète ton produit final. Oui, c'est-à-dire que... Mais si le produit final, il ne vient pas de moi et d'une autre boîte, par exemple, je peux venir aider les boîtes à se démocratiser ou... Bah, le modèle que tu as avec l'autre boîte, c'est toi qui le décides. Est-ce que c'est à chaque fois que je vous ramène un client, par exemple, vous me donnez un pourcentage, donc tu as plus ou moins un côté apport d'affaires de cette manière-là. Est-ce que c'est uniquement toi qui le fais pour montrer votre expertise et aider vos clients? Donc sur la partie d'aide, ok, tu touches rien, mais tu vas toucher une fois qu'il va revenir et que tu vas lui vendre le bien immobilier que tu as envie de lui vendre. Ça aussi, c'est une option. Quelle est l'option que tu juges la plus pertinente? Parfois, avec un client, le but, c'est pas de tout lui vendre, de tout lui faire facturer. C'est se dire comment est-ce que j'apporte le plus de valeur. Parfois, en fait, tu gagneras même plus à pas du tout facturer ça, à aider la personne qui accompagne, qui est expert, qui truc, et maintenant à l'aider à faire la vente finale avec toi. C'est un positionnement. À toi de voir laquelle tu choisis. Okay. Ce que je vous propose pour finir, enfin on a fini, c'est simplement que chacun, c'est très rapide, puisse dire avec quoi il repart ce soir. Je pense que c'est une bonne pratique qui permet de pouvoir se mettre en mouvement par la suite. On commence là. Ça marche. J'ai pris pas mal de notes, mais moi je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'était
En gros, il faut faire les étapes fondamentales de vente et bien définir. La priorité, c'est de définir les objectifs ultra clairs, parce que vu que ça définit tout le reste, ça permet d'être sûr de ce qu'on va faire et au moins d'avoir une base de test sur laquelle on peut s'appuyer pour changer si jamais il y a besoin de changer. Great. Beaucoup d'informations qui permettent de se remettre en question et de se poser des questions pour après. Et surtout sur la vente, qui est un point fondamental que beaucoup de gens ne le mettent pas forcément assez en avant. Et donc c'est un point important que je retiens. Okay. Tu te dis là maintenant, je te dis purée, la vente c'est important. Quoi. Ouais, c'est ça. Bon, excellent. Je pense que ce que je retenu, c'est d'aller voir directement le prospect, directement se confronter à la vente sur le terrain. Quoi. Si on fait du B2C ou même du B2B, l'important c'est de vendre et d'essayer d'échouer justement pour pouvoir apprendre. D'ailleurs, je fais une parenthèse que j'ai pas faite, mais ça me revient comme ça. Le fait que vous soyez étudiant, tout le monde n'en a rien à faire. Hein. Donc, n'allez pas voir les gens en mode, au cas où certains avaient ça en tête. Oui, on est étudiant, on travaille sur un projet. Positionnez-vous en tant qu'expert. Voilà, je travaille sur ça notamment, il y a ci, il y a ça. Ok. Merci pour ton intervention. Ce que moi je ressens, c'est à la base d'avoir un problème avec les autres et ensuite de pouvoir avoir des connexions et de parler avec eux. Top, merci. Moi aussi c'est rapide, je retiens juste résoudre un problème, répondre à un problème. Top. Moi je pensais pas qu'il y a je pense que je faisais la confusion entre marketing et vente. Et du coup je pensais pas que c'était aussi important d'être nous-mêmes acteurs dans aller chercher les clients et pas seulement les attirer à nous. Surtout, plus tes paniers moyens ils vont grossir, plus c'est pas en faisant un simple clic sur ton site que tu vas facturer 50 000 € à quelqu'un. Les fondamentaux de la vente et les différents moyens qu'on a pour contacter nos prospects. Top. Moi j'en retiens ta technique dans les salons. Ouais. C'est vrai que c'est un truc où souvent moi j'avais du mal à dire mais il y a plein de gens super pertinents, super dans ma cible, plus ou moins sur le salon. Mais voilà, comment rapidement on peut faire des ventes, comment on extrait de la valeur de ce salon. Et le fait d'aller les voir, de passer pas trop de temps, de s'intéresser à eux, réciprocité, leur montrer les problèmes qu'on résout, demander leur numéro de téléphone et à demain, je trouve ça... Simple et précis. Ce que tu as dit par rapport à la résolution de problèmes, parce que quand tu le dis, ça paraît évident, mais en fait c'est pas forcément comme ça qu'on pense et peut-être qu'on va essayer de plus placer notre produit et de parler que du produit alors qu'on peut s'en foutre. Et aussi ce que tu m'as dit à la fin pour le côté positionnement, essayer de trouver là où on se met, parce que dans un marché il peut y avoir des millions de positionnements possibles. Ouais. C'est peut-être là où il faut aller taper en fait, parce que ça existe déjà et je dirais je me positionne comme un intermédiaire, ça peut peut-être créer des opportunités un peu faciles. Ouais, ça peut être ton business. Moi, ça faisait quelques mois que je travaillais que sur la partie technique de mon produit, le développement, le prototypage, tout ça. Parce que j'étais persuadé que c'était en ayant un POC ou un MVP, enfin un produit fonctionnel, que je pouvais après passer sur la partie vente, on va dire. Donc je commence à me persuader de plus en plus grâce à ce soir qu'il faut que je change un petit peu de mindset et que je passe sur cet aspect, tu l'as dit, même 50-50 je crois, produit et vente. Et que je travaille aussi bien plus sur le problème, la problématique que je m'attache à résoudre. Ne pas être les yeux fermés avec créer de la tech sans forcément répondre à un problème. Oui. Ce que j'ai principalement retenu, c'est les relations. Et vu que tu as dit que même en étant étudiant, on est riche parce qu'on connaît des gens qui connaissent d'autres personnes qui peuvent être nos éventuels clients, prospects, et qu'il faut exactement mettre ça en exergue sur LinkedIn, du coup avoir également plus de 500 relations, du coup c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Intéressez-vous aux gens, sincèrement, je vous garantis, le cash va suivre. C'est le mot de la fin. Merci à vous.